Si t'as pas de labo, t'as blablaro, t'as blablaro. Amis chimistes, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du traitement d'un brut réactionnel qui succède à une transformation chimique. En chimie organique, après l'arrêt d'une transformation, vous avez un mélange qui contient les produits synthétisés et le solvant, catalyseur éventuel et éventuellement des réactifs s'il en reste. Ce mélange, c'est ce qu'on appelle le brut réactionnel et aujourd'hui, on va s'intéresser à une technique pour le traiter. Dans l'épisode précédent, j'avais utilisé le montage de chauffage à reflux pour mettre en œuvre la réaction de Cannizzaro, dont je vous rappelle rapidement l'équation. 2 benzaldéhyde plus un ion hydroxyle donne l'ion benzoate et de l'alcool benzylique. Voilà. Et puis, une fois que cette réaction était faite, en fait, on avait ajouté un petit peu d'eau et récupéré le brut réactionnel, donc qui a l'allure suivante. Donc vous voyez qu'il s'agit d'une solution homogène dans de l'eau, qui était le solvant de notre réaction. Par ailleurs, j'ai fait une chromatographie sur couche mince, qui a permis de montrer, de 1, qu'on a bien formé les produits attendus, donc l'alcool benzylique et l'ion benzoate, et de 2, qui reste du benzaldéhyde. Voilà. Donc notre brut réactionnel, il contient du benzaldéhyde, de l'alcool benzylique, des ions benzoate et les restes de potasse. Le but du jeu, ça va être d'élaborer un plan, une stratégie, pour séparer puis isoler les produits de la réaction, donc l'alcool benzylique et l'acide benzoïque. Aujourd'hui, on va se focaliser particulièrement sur la récupération de l'alcool benzylique. Et donc on gardera l'acide benzoïque pour la vidéo d'après. Alors selon l'état physique de vos produits que vous souhaitez récupérer, vous allez utiliser diverses techniques de traitement. Bon, comprenez bien que déjà si on veut pouvoir séparer physiquement deux composés, il va falloir les forcer à se placer dans des phases physiquement différentes. Soit une phase solide et une phase liquide, et donc dans ce cas on procédera à une technique de filtration ou d'essorage pour séparer ces phases, ou bien deux phases liquides non miscibles et de densités différentes. Et dans ce cas on mettra en œuvre l'extraction liquide-liquide qui est la technique que nous allons détailler aujourd'hui. Mais avant de se lancer dans le traitement de notre brut réactionnel, je vous propose qu'on s'intéresse d'abord à un exemple très simple pour comprendre comment fonctionne l'équilibre de partage d'un soluté entre deux solvants non miscibles. On y va. Pour commencer en douceur, nous allons étudier l'équilibre de partage du diode entre deux solvants non miscibles entre eux et de densités différentes, à savoir l'eau et le dichlorométhane, qui a une densité de 1,34, donc plus dense que l'eau. Ah bon, on y va. Wow, ça tourne. Ouais, alors, on parlait du diode dans différents solvants. L'eau et le dichlorométhane sont deux solvants incolores, mais lorsqu'on y solubilise du diode, les solutions correspondantes absorbent le rayonnement électromagnétique dans le domaine visible et donc sont colorées. Donc ça c'est une solution de diode dans de l'eau distillée, donc vous voyez qu'elle est jaune. Et voici une solution de diode dans le dichlorométhane, donc qui est plutôt vers le rouge. La question qu'on se pose maintenant, c'est comment va se répartir le diode lorsqu'on lui laisse le choix entre les deux solvants, eau et dichlorométhane. Et bien pour ça, on va faire une petite expérience. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter du dichlorométhane dans une solution aqueuse saturée de diode. Et on va bien voir ce qui va se passer. Tout d'abord, on remarque bien qu'il y a deux phases, ce qui est attendu puisque les deux liquides sont non miscibles. Le dichlorométhane plus dense constitue la phase inférieure. Ensuite, l'observation la plus importante, c'est que la phase de dichlorométhane se colore en rose et que la phase aqueuse se décolore légèrement. Ce qui prouve qu'il y a un transfert de diode de la phase aqueuse vers la phase organique. En fait, lorsque j'ajoute le dichlorométhane, en fonction des interactions intermoléculaires que le diode va développer à l'égard des deux solvants, eau et dichlorométhane, il va se répartir entre ces deux phases. Donc on peut modéliser ce qu'on appelle cet équilibre de partage par une équation de réaction du type I2 aqueux égale I2 orga, pour dire qu'il est solvaté par le solvant organique, ici le dichlorométhane. Alors les molécules de diode vont être transférées jusqu'à ce qu'on atteigne un état dans lequel les concentrations sont constantes, ne varient plus au cours du temps, et donc dans ce cas-là, la condition d'équilibre est satisfaite. Alors si on veut l'écrire proprement, ça s'écrit K standard de T, donc une constante d'équilibre qu'on appellera le coefficient de partage, égale activité du diode dans la phase organique à l'équilibre, divisé par l'activité du diode dans la phase aqueuse à l'équilibre. Après, on peut développer ça avec des coefficients d'activité et des concentrations. Nous, dans les cas qui nous concernent en général, où on va considérer que le soluté est suffisamment dilué, on se contentera d'utiliser la relation, souvent sous la forme coefficient de partage égale le rapport des concentrations du diode entre phase organique et aqueuse, tout ça à l'équilibre.
Alors, il se trouve que pour cet équilibre de partage, j'ai pas la valeur exacte du coefficient de partage, mais ça doit être autour de 30. Qu'est-ce que ça veut dire, un coefficient de partage qui vaut 30? Eh bien, concrètement, ça veut dire que le diode va être 30 fois plus concentré, par exemple, dans le dichlorométhane que dans l'eau. Bref, ça veut dire que le diode préfère clairement le dichlorométhane à l'eau, ce qui est logique puisque le diode est apolaire aprotique, ce qui a des propriétés proches du dichlorométhane qui est peu polaire aprotique, alors que l'eau est un solvant polaire protique. Donc il va pas solubiliser très bien le diode. Bref, le dichlorométhane est un solvant qui permet bien d'extraire le diode d'une phase aqueuse. Ok les amis, c'est super tout ça, mais il reste quand même un peu de diode dans la phase aqueuse, alors comment je fais pour tout récupérer? Je vais le reformuler autrement, mais en gros, si je dispose de 30 ml de dichlorométhane, quelle est la meilleure stratégie pour extraire le maximum de diode? Est-ce que c'est de faire une extraction avec 30 ml ou deux extractions successives avec 15 ml? En fait, les calculs, tout comme l'expérience et les mesures, vous montrent que des extractions successives avec un même volume total de solvant vont être plus efficaces qu'une extraction unique. Donc, faire deux extractions avec 15 ml de dichlorométhane, ça va être plus efficace que faire une extraction avec 30 ml. Et d'ailleurs, 3 extractions avec 10 ml, ça va être plus efficace que 2 extractions avec 15 ml. Voilà. Bon, il se trouve qu'au-delà de 3 extractions, on n'y gagne plus grand-chose. On a à peu près tout extrait la plupart du temps, donc en général, on ne dépasse pas 3 extractions successives. Voici par exemple ce qu'il faudrait faire si vous souhaitez extraire efficacement du diode avec 30 ml de dichlorométhane. Déjà, vous attrapez une ampoule à décanter, dont on verra le fonctionnement en détail juste après. Vous versez votre solution aqueuse de diode, vous ajoutez 10 ml de dichlorométhane, vous bouchez l'ampoule, vous agitez, vous débouchez l'ampoule, vous attendez que la démixtion se fasse, vous récoltez la phase organique qui ici est la phase inférieure, vous ajoutez à nouveau 10 ml de dichlorométhane, vous bouchez, vous agitez, vous reposez l'ampoule, vous débouchez, vous récupérez la phase inférieure, vous réunissez du coup ces deux phases organiques, vous ajoutez une dernière fois 10 ml de dichlorométhane, vous bouchez, vous agitez, bon voilà, vous avez compris, vous réunissez du coup ces trois phases organiques et donc là vous aurez récupéré la quasi-totalité du diode. Ok les enfants, c'est cool, mais qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que la technique d'extraction liquide-liquide, c'est une technique qui repose sur la différence de solubilité des composés qu'on souhaite séparer, donc ici c'était le diode, à l'égard de deux phases, une phase organique et une phase aqueuse. Ensuite, il faut savoir choisir son solvant d'extraction. Donc ce solvant, il doit être non miscible à l'eau et solubiliser efficacement le composé d'intérêt. Et enfin, pour un volume de solvant donné, il est plus efficace de réaliser des extractions successives qu'une unique extraction. Voyons maintenant comment nous allons exploiter cette notion d'équilibre de partage dans le traitement du brut réactionnel. Revenons au traitement de notre brut réactionnel. Alors là, je vous le rappelle, notre objectif à nous, c'est de récupérer le maximum d'alcool benzylique. Il va donc falloir choisir un bon solvant d'extraction. Alors, quelle qualité il doit avoir? Eh bien, tout d'abord, il doit être capable de bien solubiliser l'alcool benzylique. Mais pour ça, on a une large gamme de solvants organiques qui seraient capables de faire ça. Donc, il va falloir aussi s'appuyer sur d'autres critères pratiques. Déjà, il nous faut un solvant qui est non miscible à l'eau. Donc, les solvants comme l'éthanol ou la propanone miscibles à l'eau, on les oublie. Ensuite, il faut regarder aussi la température d'ébullition parce qu'on doit avoir un solvant suffisamment volatile pour qu'on puisse l'évaporer à la fin à l'évaporateur rotatif. Donc les solvants comme le toluène, le DMF, etc., vous laissez tomber. Et enfin, finalement, nos solvants de choix qui va nous rester là, c'est l'éther diéthylique et le dichlorométhane. Donc moi, je vais opter pour le moins toxique, naturellement. Donc on va prendre de l'éther diéthylique. Alors attention, l'éther diéthylique, c'est quand même très volatile, très inflammable, donc vous ne l'approchez surtout pas d'une source de chaleur, évidemment. Très schématiquement, pour comprendre ce qui va se passer quand je vais ajouter l'éther diéthylique, on va représenter par des billes vertes les composés plutôt hydrosolubles, donc les ions benzoate, hydroxyde et potassium, et par des billes jaunes les composés plutôt organosolubles, donc l'alcool benzylique et le benzaldéhyde. Quand je vais ajouter l'éther, en fait, ce qui va se passer, il va y avoir des transferts de constituants d'une phase vers l'autre, donc de la phase aqueuse vers la phase organique, la phase éthérée. Et quand on va atteindre l'équilibre de partage, c'est-à-dire après avoir agité, eh bien, les composés plutôt organosolubles vont être majoritairement dans la phase organique et les composés plutôt hydrosolubles plutôt dans la phase aqueuse. Voilà. Pour récupérer un maximum de produits, on va faire des extractions successives et le volume total de solvant va être du même ordre de grandeur que le volume de la solution. Donc si mon brut réactionnel, j'ai à peu près 25-30 ml,
Donc je vais prendre par exemple 30 ml que je vais fractionner en 3. Et maintenant on y va, c'est parti! Hop, attention là, jeune fou. Voyons d'abord comment bien tenir une ampoule à décanter. La première main doit permettre de garder un bon contrôle sur le bouchon avec votre paume, et la deuxième main va se placer au niveau du tube de l'ampoule à décanter, tout en gardant un bon contrôle sur l'ouverture et la fermeture du robinet. Et de cette manière-là, vous pouvez agiter en toute sécurité. Bien évidemment, on ne pointe jamais l'ampoule vers un camarade, et encore moins vers son professeur. Voilà, j'ai fait une première extraction, donc maintenant je vais replacer la phase aqueuse dans l'ampoule à décanter et je vais la réextraire et répéter l'ensemble des opérations 2 fois. On y retourne. Comment peut-on distinguer 2 phases quand elles sont incolores et qu'on n'est pas sûr de leur densité? Par exemple, si elles sont très chargées en soluté, parfois on a des inversions, alors dans ce cas, il faut être capable de repérer les 2 phases. Si jamais vous avez un doute sur la position relative des phases quand elles sont incolores, vous rajoutez un petit peu d'eau dans l'ampoule à décanter, puis vous allez voir tout de suite quelle est la phase aqueuse. Mais au fait, quand on agite l'ampoule à décanter, c'est quoi qu'on dégaze? C'est quoi le bruit qu'on entend? Du hydrogène? Non. Du CO2? Non. Du méthane? Un peu comme... Bon, sérieusement les gars, faut arrêter de dire de la merde. Alors, qu'est-ce qui se passe quand j'agite l'ampoule à décanter? En fait, j'apporte de l'énergie à l'ensemble des 2 liquides, ce qui va favoriser un passage à l'état gazeux, notamment pour le liquide le plus volatile, ici l'éther. Donc quand j'agite, il va y avoir création de gaz dans l'ampoule, ce qui peut engendrer des surpressions. D'où l'intérêt de systématiquement dégazer après agitation quand vous faites une extraction liquide-liquide. Ce que vous entendez, le gaz, c'est simplement le solvant le plus volatile, donc ici le diéthyléther, qui s'est vaporisé. Et surtout, ne jetez jamais l'une de vos 2 phases avant d'avoir complètement récupéré et caractérisé le composé d'intérêt. Sinon, vous allez venir me dire « Ah, monsieur, je comprends pas !» Faites gaffe, l'ampoule ne devra jamais être remplie au-delà de la moitié ou des 2 tiers, parce que vous manipulez quand même un solvant volatile. Et donc, il peut y avoir des surpressions, et si le bouchon il saute et qu'il explose, ça va pas le faire du tout. Bah oui, sinon vous allez m'en foutre plein la paillasse. Faisons le point. Les étapes d'extraction successives m'ont permis d'obtenir une phase organique qui contient la quasi-totalité de l'alcool benzylique, mais aussi du benzaldéhyde dont on va devoir se débarrasser. Donc là, en fait, le but du jeu pour nous, c'est d'évacuer les espèces encore présentes dans la phase organique et qui sont pour nous des impuretés. Donc pour ça, pour se débarrasser des espèces ioniques, mais aussi du benzaldéhyde, on va procéder à des étapes de lavage. En avant les chimistes! Alors d'abord, il faut être capable de bien distinguer l'opération d'extraction de l'opération de lavage. Donc, dans l'étape d'avant, on a utilisé un solvant organique dans lequel on allait récupérer le composé d'intérêt. C'était donc une extraction. Dans le cas présent, dans ce que je vais faire maintenant, je vais introduire un autre solvant, donc aqueux, une solution aqueuse, qui a pour rôle de récupérer des composés, mais qui sont des impuretés et non pas le composé d'intérêt. On parle alors de lavage, puisqu'on va laver la phase organique de ces impuretés. Ok,
Ça c'est cool, mais la question c'est on choisit quoi comme solution aqueuse? Prendre de la bière, du coca, je sais pas. Alors le choix de la solution de lavage, il va dépendre des composés que vous souhaitez éliminer de la phase organique. Globalement, la stratégie, en fait, ça va être de faire passer un maximum de composés sous forme ionique dans la phase aqueuse, donc les ions naturellement, ou de ioniser d'autres espèces. Alors généralement, on commence du point de vue du pH par neutraliser le milieu. Donc si on a travaillé, par exemple ici c'est le cas, en milieu basique, on va laver avec une solution légèrement acide. Alors pas trop acide parce que sinon on va repasser en milieu acide, il faudra relaver, etc. et on s'en sort jamais. Dans notre cas de figure, il y a une particularité qui est qu'on doit aussi se débarrasser du benzaldéhyde. Du coup, on doit avoir une solution de lavage qui va avoir deux rôles. Un, neutraliser l'excès de base, donc il nous faut une solution légèrement acide. Et deux, se débarrasser du benzaldéhyde. Alors pour ça, il y a un lavage un peu particulier, donc là c'est un cas particulier, avec l'hydrogénosulfite de sodium, qui en fait va faire une réaction d'addition nucléophile sur le benzaldéhyde, et étant donné que ça va donner un composé ionique, ça va permettre de faire passer ce composé-là dans la phase aqueuse, et donc de se débarrasser spécifiquement du benzaldéhyde. Ce n'est pas pour aujourd'hui, mais dans le cas général, si vous voulez laver avec une solution d'acide faible, vous prenez souvent une solution de chlorure d'ammonium, et quand vous voulez laver avec une solution basique faible, vous allez prendre des carbonates ou hydrogénocarbonate de sodium. Alors quand on lave avec les carbonates et les hydrogénocarbonates, il faut toujours faire attention parce que ça va créer du dioxyde de carbone. Donc le dégagement de gaz va être beaucoup plus abondant que dans les autres cas. Donc là, il faudra vraiment aller tout doucement sur le mélange des deux phases. Prenez des précautions. Soit vous faites d'abord le dégazage en Gerland-Meyer, soit tout doucement en poule ouverte. Allez, maintenant on est chaud comme des baraques à frites, c'est parti pour les étapes de lavage. Une fois qu'on a réalisé ces lavages avec la solution d'hydrogénosulfite de sodium, donc on a à peu près neutralisé, on va encore faire un dernier lavage, mais avec une solution, cette fois-ci de pH plutôt neutre. Alors on va pas prendre de l'eau distillée, ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre de l'eau salée en fait, donc une solution saturée de chlorure de sodium. Pourquoi mettre du sel dans cette solution de lavage? Déjà, l'eau salée est plus dense que l'eau, donc vous avez une meilleure séparation des phases dans le cas où vous avez un solvant organique moins dense que l'eau, ici le diéthyléther. Deuxièmement, en fait, d'avoir de l'eau salée, ça va diminuer dans la phase aqueuse la solubilité des composés organiques. Voilà très rapidement un point d'approfondissement. En fait, charger une phase aqueuse en ions, ça va faire augmenter le coefficient d'activité du composé organique dans la phase aqueuse. Et donc si vous regardez la condition d'équilibre de partage, cela revient à faire évoluer le rapport des concentrations du composé organique en faveur de la phase organique. Et donc globalement, vous augmentez le rendement d'extraction quand vous utilisez de l'eau salée plutôt que de l'eau distillée. Troisièmement, le fait que la phase aqueuse soit chargée en ions va attirer les molécules d'eau encore présentes dans la phase organique, et donc ça va permettre de faire un pré-séchage de cette phase organique. Donc là, je vais faire un second lavage avec une solution saturée de chlorure de sodium, et en fait, je peux répéter ces lavages jusqu'à ce que la solution de lavage qui sort de l'ampoule soit à peu près neutre. Donc pensez bien à prendre le pH de la solution aqueuse après chaque lavage. Au niveau du mode opératoire, c'est exactement la même chose que ce qu'on vient de voir. Bon ben voilà, on a fait les différentes opérations de lavage qui nous a permis de nous débarrasser du benzaldéhyde et des différents ions. Au stade où nous sommes, on a donc une solution organique qui contient notre composé, l'alcool benzylique, mais étant donné qu'il n'y a quand même jamais une séparation complète, on a encore des traces d'eau. Le traitement n'est donc pas terminé, donc on a encore deux petites étapes, ça va aller assez vite, on y va. Bon, donc maintenant que nous avons notre phase organique contenant le composé d'intérêt, mais aussi un petit peu d'eau, il ne nous reste plus que deux choses à faire. On va faire un séchage de la phase organique à l'aide d'un sel anhydre hygroscopique. Hygroscopique, ça veut dire qu'il attire les molécules d'eau à lui.
Et une fois que ça se sera fait, on récupère cette phase organique par filtration. Alors une filtration par gravité suffit. Et à ce niveau-là, on a la phase organique sèche, c'est-à-dire il n'y a plus d'eau. Ensuite, on passe l'ensemble à l'évaporateur rotatif. Et donc là, on va pouvoir simplement évaporer le solvant. Et donc vous récupérez votre composé d'intérêt. Et vu les températures de changement d'état de l'alcool benzylique, on s'attend normalement à récupérer un liquide. Ok, à ce stade, on a bien récupéré notre produit brut, mais j'ai encore 2 ou 3 choses à vous raconter sur le séchage de la phase organique et sur l'élimination du solvant. Comment savoir que votre phase organique a bien été séchée ? Il faut que les particules, lorsque vous agitez de sel, puissent, pour certaines, être en suspension et se déplacer dans le fluide. Et la deuxième chose, c'est que la phase organique doit être limpide. Ça vaut le coup de bien s'appliquer sur votre séchage parce que si vous ne séchez pas bien votre phase organique, vous allez traîner de la flotte et vous vous en rendrez compte après avoir évaporé le solvant à l'évapor rotatif. Donc là, du coup, c'est un petit peu dommage, il faut refaire un séchage, etc. Donc c'est pas une très bonne idée. Donc faites les choses proprement. Alors surtout, avant de récupérer par filtration votre phase et de la mettre au rota, vous n'oubliez pas de peser votre ballon. Parce que si vous ne pesez pas votre ballon, vous ne pourrez pas savoir quelle est la masse de composé récupérée et vous ne pourrez pas calculer votre rendement. Boum! Et c'est pas tout, ce ballon aussi, vous n'allez pas le remplir au-delà de la moitié, parce que moi je les vois, les types, ils arrivent, le ballon il est plein jusqu'ici, et là votre produit, paf, il va sauter dans le rota. Donc, pensez à le peser, et on ne remplit pas au-delà de la moitié. Merci. Concernant l'évaporateur rotatif, il permet d'éliminer le solvant en le distillant sous pression réduite. En effet, abaisser la pression, ça va permettre d'abaisser la température d'ébullition et donc ça va rendre l'élimination par vaporisation beaucoup plus efficace, plus rapide. Alors, reprenons succinctement l'ensemble des étapes qui nous a permis de traiter ce brut réactionnel. Dans un premier temps, on a fait des extractions à l'éther diéthylique qui nous ont permis de récupérer quantitativement l'alcool benzylique. Mais en même temps, on a récupéré du benzaldéhyde, de l'eau et des ions benzoate, potassium et hydroxyde. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait ? On a réalisé des opérations de lavage permettant de s'affranchir du benzaldéhyde et des différents ions. Et ensuite, on a réalisé une étape de séchage qui permet d'éliminer l'eau après filtration. Et enfin, on est allé à l'évaporateur rotatif pour éliminer le solvant. Alors, dans le cas de figure où vous faites votre réaction en solvant organique, en fait, vous vous affranchissez des étapes d'extraction parce que vous avez déjà le composé en solution organique, donc vous attaquez tout de suite par des lavages. Et puis ensuite, séchage, élimination du solvant, ça ne changera pas. Après tout ça, du coup, on récupère le produit brut, qui n'est pas encore caractérisé, donc là, il y a 2 choses à faire. On le pèse et on calcule le rendement brut, et ensuite on fait les tests de caractérisation, et puis là on est en mesure de prendre une décision, faut-il le purifier ou non? Si on le purifie, il faudra recaractériser le produit purifié et voir si la purification a été efficace. Les techniques de purification, je les aborderai dans une vidéo ultérieure. Il me paraît très important aussi d'insister sur le fait que ce qu'il faut retenir de ça, c'est beaucoup plus la démarche que l'exemple. D'accord ? Savoir exactement comment on fait le traitement de la réaction de Cannizzaro, en soi, c'est pas très intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez capable que déjà vous ayez compris ce qu'on a raconté dans cette vidéo et que vous soyez capable de transposer ces raisonnements à d'autres cas de figure pratiques que vous rencontrerez lors de vos synthèses organiques. Dans le prochain épisode, on verra une autre méthode de traitement du brut réactionnel qu'on utilise dans le cas où on a la formation d'un précipité. Et ça va être la technique de filtration et d'essorage. Je suis parfaitement conscient que dans cette vidéo, je vous ai raconté beaucoup de choses, que parfois c'est un petit peu technique, donc il ne faut surtout pas hésiter à revenir parfois en arrière ou à prendre des notes dans votre cahier de labo. On assimile beaucoup mieux forcément quand on écrit. Et bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, je vous invite à la liker et puis à la partager à l'attention de vos amis chimistes. A bientôt au labo! Tu dis hydrogène? Ah, avec les 2 sangliers